Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue. Et oui, ce soir, je suis votre hôtesse, Nathalie Brochard, et j'ai le plaisir d'accueillir pour votre webinaire l'avant-dernier, je crois, le docteur Pascal Trotta. Bienvenue à tous et installez-vous confortablement. Le chat est disponible. Bonjour Martine Despelette. Une voisine, une locale du Pays Basque. Ah bah voilà, eh ben voilà. Qui d'autre encore? Ça arrive, hein. Je vois que petit à petit vous arrivez tous, et c'est chouette parce que vous arrivez alors que on est en plein mois de juillet et que vous pourriez être, je sais pas, à la plage. Vous avez vu quand même, hein? Ils sont là, hein, vraiment. Et j'ai vos questions. Bonsoir Serge. Alors le 47, c'est où le 47? Lot-et-Garonne. Le Lot-et-Garonne. Bah, il doit faire chaud là-bas, Serge. Ah bah Toulon, alors ça c'est ma voisine à Toulon, moi je suis de La Ciotat. Alors peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que vous aviez eu Annabelle hein, sur les deux premiers webinaires, je suis Nathalie Brochard et je vais eh bien être de plus en plus présente sur les ondes de Vivo Vojo pour vous accompagner. Et voilà, je me suis fait cette petite présentation le temps que vous vous installiez. Le Var, alors mais le Var c'est très très grand Marlène. Où du Var? Bonsoir. Et Marie-Françoise du Finistère. Alors là, il pleut beaucoup en ce moment, je crois. C'est la Bretagne. Ah ouais, j'ai des amis de Bretagne qui descendent me voir parce qu'ils n'en peuvent plus de l'eau. Alors, ben écoutez, je crois qu'on peut peut-être gentiment commencer. Valérie Lalozère, il fait chaud aussi. Ah, c'est bien, on a le sud-ouest, le sud-est, ouais, c'est vrai. Toulousain. Damien, bienvenue. Il est du nord. Il est du nord. Mais alors, mais tu sais qu'à La Ciotat, le nord commence à Valence. Hein. Nadine, bonsoir Nadine. Tonon-les-Bains, c'est chouette aussi. Lausanne. Ah, Jackie. Ah, Marie-Françoise nous dit non, c'est pas la canicule en Finistère, ça c'est sûr. Bonsoir Marlène. Ah, le Brusque. Ben, on est pas très loin aussi. Et puis, je connais une voisine au Brusque. Je suis une amie au Brusque. Bon, alors, on démarre aux petites questions? Ah bah, allez, on commence. Alors, la première. Voilà, vous nous avez conseillé le lait de brebis ou de chèvre. Qu'en est-il de la mozzarella de Buffon et du lait Ribot? Oh, alors là, on a affaire à une spécialiste ou un spécialiste, je ne sais pas qui a posé la question. La mozzarella de Buffon. C'est ça, moi qui suis d'origine italienne, me chiamo Trotta, c'est une mozzarella qui est faite à partir d'un lait de buffle, de bufflone, donc la femelle du buffle, ça a été introduit par les Sarrasins il y a 800 ans. Et finalement, cette race de bufflone s'est très bien adaptée, notamment au territoire marécageux des Pouilles, où il existe des élevages de bufflone et qui ont un lait très riche en acides gras et en protéines, plus riche que le lait de vache, et qui semble plus digeste pour l'espèce humaine. Malheureusement, évidemment, la production est limitée par rapport au lait de vache. Le litre de lait de bufflone se vend 1,30 €, 1,40 €, donc c'est rentable pour l'éleveur, alors que le lait de vache ne se vend que 30 centimes, parce que le lait de vache est fait de façon industrielle. Et vous savez un peu ce que je pense du lait de vache industriel, hein, c'est une vacherie. Et c'est devenu un lait inflammatoire parce que il est fait en trop grande quantité et que le lait de vache est fait pour le veau dont le programme génétique est de faire 500 kilos de muscles dans sa première année, ce qui n'est pas notre programme génétique à nous, l'espèce humaine. Nous devons faire beaucoup de neurones dans notre première année et peu de muscles. Et donc, le lait qui est adapté pour faire des neurones et peu de muscles, c'est le lait de la maman. Donc, nous devons consommer le lait de notre maman qui doit nous allaiter dans nos 6 premiers mois, voire notre première année, dans l'idéal. Et puis ensuite, petit à petit, remplacer ce lait de la maman par l'alimentation que l'on connaît, l'alimentation de l'enfance et de l'âge adulte. Et petit à petit, en vieillissant, on perd ces enzymes, notamment la lactase, qui permet de digérer le lactose du lait
de vache. Et c'est pour ça que, en vieillissant, eh bien, on doit supprimer petit à petit le lait de vache, les yaourts de vache, et les remplacer par des boissons plus légères et moins riches, comme l'eau ou les tisanes, le thé ou le café pour ceux qui supportent ou qui aiment, et se séparer petit à petit de ces laits qui sont trop sucrés, trop riches en graisse. Alors le lait de bufflone, c'est mieux, c'est comme le lait d'ânesse, c'est mieux que le lait de vache. Mais si vous êtes un adulte en bonne santé, vous n'avez pas besoin de lait, puisque le calcium, vous le trouvez dans les végétaux, dans la viande. Oui. Si vous avez des allergies au lactose ou au lait de vache, eh bien, vous pouvez remplacer par des laits animaux comme le lait de brebis, le lait de chèvre ou le lait d'ânesse, difficile à trouver, ou par les laits végétaux. Mais personnellement, à partir de 20-30 ans, vous pouvez supprimer les laits de votre alimentation parce qu'ils sont trop riches en hydrates de carbone et pour les laits de vache, trop riches en acides gras et en facteurs de croissance qui favorisent les tumeurs cancéreuses. Donc, privilégiez comme boisson l'eau. Voilà, ça c'est très important. Et ensuite, les tisanes ou les thés. Et puis, si vous êtes vraiment fanat du lait dans votre café, ou comme ici en Espagne, ils mettent toujours une petite goutte de lait dans le café. Pourquoi pas? C'est pas dangereux ça. Mais ce qui est dangereux, c'est de boire un litre de lait ou un verre de lait tous les matins, parce que ça peut, chez les gens malades, maintenir et aggraver le stade inflammatoire de leur maladie. Voilà, ça. Et le lait d'amande, alors c'est plutôt pas mal aussi, non? Qu'est-ce que t'en penses? Alors le lait d'amande, c'est pas mal, oui, c'est bien. C'est fait partie des laits végétaux. Qui sont riches en calcium également, mais ça reste sucré. Et moi, je considère qu'on doit faire un petit déjeuner gras et protéiné. Et donc, si vous avez un muesli, que vous aimez ça, vous pouvez rajouter du lait d'amande plutôt que du lait de vache, ça c'est possible. Mais pas trop non plus. Et puis, si vous buvez, le matin, il faut boire de l'eau, voilà, ou du thé. Voilà. Faites attention à ces laits qui sont trop sucrés et on est trop drogué au sucre. Donc, ça peut nous acidifier petit à petit. Donc, moi, personnellement, qui était un grand buveur de lait de vache, j'ai arrêté à 40 ans pour soigner ma spondylarthrite et je ne m'en porte que mieux parce que ça a diminué mon inflammation et je n'ai pas remplacé par des laits végétaux. J'ai remplacé ça par du thé vert à la menthe. Alors, le thé, c'est pas le thé Lipton, qui est une cochonnerie. Il faut aller dans les magasins spécialisés de thé et goûter différents thés. Thé. Vous avez des thés incroyables qui sont très très bons, qui sont très digestes, qui sont très toniques, qui excitent moins que le café. Donc attention à ne pas remplacer les laitages de vache par uniquement des laitages végétaux qui restent des hydrates de carbone et on en consomme trop dans notre alimentation. D'accord, bon c'est bon à savoir. Merci. Alors, autre question. Pendant le micro-jeûne, nous devons manger le matin des protéines, comme tu le disais, du gras et des fruits. En général, on déconseille les fruits pendant le repas. Alors, qu'en pensez-vous? Eh bien, non, il n'y a pas vraiment je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, de déconseiller les fruits pendant le repas. C'est vrai que je ne vous conseille pas de manger une pomme au dessert, parce que la pomme risque de fermenter en haut du bol gastrique et d'entraîner un inconfort gastrique important. La pomme, c'est plutôt à manger au goûter ou à 10 heures ou alors au petit déjeuner. Les fruits au petit déjeuner sont souvent très digestes. Et le seul repas qu'on maîtrise vraiment dans la journée, eh bien, c'est le petit déjeuner. Parce qu'au déjeuner, vous êtes souvent au travail et le dîner, vous sortez ou vous ne dînez pas si vous faites le micro-jeûne. Donc finalement, l'apport de fruits, eh bien, si vous consommez des fruits, c'est surtout le matin. Alors, le matin, vous pouvez je vous rappelle que Johanna Budwig avait créé la fameuse crème Budwig qu'a reprise Catherine Kousmine et que j'ai pratiquée pendant très longtemps. Et bien, dans cette crème Budwig, il y a des fruits de saison qui vous apportent les vitamines, les antioxydants et l'eau que contiennent les fruits. Et donc, le matin, au petit déjeuner, dans un muesli ou à part, vous pouvez consommer des fruits. Je vous rappelle que France Guillain, dans son bien mot fruits, conseille la banane, qui est alcalinisante.
moi, je conseille de consommer des fruits au petit déjeuner, mais d'avoir un petit déjeuner essentiellement gras et protéiné. Pourquoi? Parce que ça vous tiendra mieux au corps toute la journée, ça évite les fringales de l'après-midi et ça vous donne, par exemple, avec l'œuf, le bon cholestérol qu'il vous faut, les bons acides aminés pour votre cerveau. Ça vous donne avec l'avocat les bons oméga 9, etc., etc. Le fromage, eh bien, finalement, si vous consommez le matin au petit déjeuner, ne fait pas grossir comme le soir au dîner, etc., etc. Et si vous voulez ne pas grossir ou microgener le soir, mais si vous faites un petit déjeuner gras et protéiné, eh bien, vous arriverez beaucoup plus facilement, comme moi ce soir, à faire mon microgène avec de l'eau. Là, je le fais avec de l'eau et je vais vous montrer après comment je fais si vous voulez que je vous explique le microgène. Voilà. Eh bien, écoute, justement, par rapport au micro-jeûne, il y a une remarque. C'est quelqu'un qui fait le micro-jeûne et elle dit « Le matin, je n'ai pas très faim, même après le micro-jeûne du soir. J'ai du mal à avaler le petit déjeuner de roi et celui-ci, même léger, me coupe la faim pour le repas du midi. Je n'arrive pas à trouver un équilibre après une semaine de micro-jeûne. » Alors, ben ça veut dire que finalement, votre métabolisme est fait de telle façon que vous ne pouvez rien avaler le matin. Eh bien, respectez votre métabolisme et n'avalez rien le matin. Et à ce moment-là, si vous voulez faire un micro-jeûne pour maigrir, si vous êtes en surpoids, eh bien, vous faites un vrai déjeuner. Et puis après, vous ne dînez pas et vous ne petit déjeunez pas. Et vous aurez ainsi à peu près, au lieu d'avoir 16 heures, mais 20 heures sans calories, ce qui fait que vous allez maigrir plus vite. Donc ça, c'est un avantage. Il y a pas mal de gens, 10 à 20% de la population, qui n'arrivent pas à faire un petit déjeuner. Bon, c'est tout à fait respectable, etc. Et à ce moment-là, si vous voulez maigrir, vous êtes en surpoids, eh bien, vous supprimez le dîner qui vous fait grossir et vous faites un vrai déjeuner. Pas la peine de vous forcer au petit déjeuner. Si vous n'avez pas faim. Moi, je n'arrive pas à ne pas petit déjeuner parce que je me suis habitué en changeant mon alimentation avec les conseils de Catherine Kousmine, à faire un vrai petit déjeuner de roi. Et ça m'a un peu sauvé la vie parce que ça m'a fait disparaître complètement les hypoglycémies que j'avais avant quand je consommais du pain blanc, du beurre, de la confiture et du lait, où j'avais montée de glycémie brutale de 8 à 10 heures, une chute brutale de la glycémie à 11 heures avec des tremblements de l'agressivité qui fait que j'étais obligé de consommer des aliments très sucrés, etc. J'étais rentré dans un cercle vicieux. Eh bien, en faisant la crème Ludwig pendant 10 ans, de 40 à 50 ans, et puis depuis 10 ans, en alternant avec œufs, avocats, jambon, crêpes, galettes d'épeautre, muesli complet avec fruits et huile de noix, eh bien, j'arrive maintenant à tenir de 7h30 mon petit déjeuner jusqu'à 2h, heure espagnole, où je déjeune, sans manger, sans hypoglycémie, avec un taux de glycémie stable. Et qui me permet, c'est ce que j'ai fait ce matin, un petit déjeuner complet à 7h30, un vrai déjeuner avec des lentilles, des légumes, des herbes de Provence, du bon sel Redocta, du bon sel complet, du cumin, du curcuma, de l'huile d'olive, du citron et des sardines. Eh bien, je tiens jusqu'à maintenant, 20 heures, j'ai un peu faim, mais c'est supportable, j'ai pas d'hypoglycémie. Et je vais remplacer mon dîner par de l'eau et vous connaissez maintenant, puisque vous suivez la formation, le Drena Docta. Et donc là, je me mets une dose, je vous explique, ça c'est important, que vous sachiez ça, c'est vraiment important. Donc on agite, ce draineur, on le met là-dedans. Voilà. On met une dose bouchon, c'est ça, c'est la dose, 50 millilitres dans cette bouteille d'eau. Et ensuite, je vais vous montrer, parce que j'en profite pour vous donner des petits trucs. J'ai mangé récemment un plat de pâtes. Je suis italien, normalement je devrais porter les pâtes, j'ai des racines italiennes. Eh bien, j'ai mangé un plat de pâtes mozzarella et c'était dimanche. On ramenait ma petite fille à Bordeaux et on s'est arrêté à une aire d'autoroute et j'ai mangé un plat de pâtes. Et comme je ne supporte pas le gluten, eh bien là, je fais une crise d'élimination. Ça part dans le nez. Je fais une crise d'élimination d'acide. Donc, je me suis touché 20 fois dans la journée. Eh bien là, je vais prendre ma vitamine C. Donc, vous voyez là, ça, c'est comme moi j'ai un terrain acide, je prends l'ascorbate de sodium.
Ouais, elle s'assimile. Ma cuillère de vitamine C que je mets dans ma bouteille d'eau du soir. Allez, je vous montre. Voilà. Voilà. Je vais en prendre 2. Là, j'ai pris 4 grammes. 4 et 4, vous voyez, grosse cuillère à café pleine. Alors, quel est le lien entre les pâtes et le gluten et la vitamine C? Eh bien, vraisemblablement, avec ces pâtes, un aliment trop acide. Le matin, j'avais pris un croissant, une tartine, de pas beurrer parce que je suis gourmand, et dimanche, je m'offre une petite ration de gluten parce que j'aime ça, je suis gourmand. Plus les pâtes en trop, là c'était en trop, etc. Donc, on a tous des petits virus dans le nez. Eh bien, vraisemblablement, avec cet excès d'acide, eh bien, le virus est là pour m'aider à éliminer cet excès d'acide. Et donc, je me mouche, etc. Mais c'est pas le virus le problème. Le virus, c'est un éboueur qui m'aide à éliminer des excès d'acide avec une réaction, une rhinite, etc., qui me fait éliminer. Et pour éviter que ça se complique, ou que ça se surinfecte, ou que ça dure trop longtemps, eh bien, je donne de la vitamine C, qui est un antioxydant, un anti-inflammatoire, qui évite la fatigue et qui permet, puisque c'est ascorbate de sodium, de m'alcaliniser en même temps. Et donc là, j'ai mon mélange. Eau, vitamine C, C-Docta, Drenadocta, et voilà mon dîner, qui est le micro-jeûne. D'accord. Et en buvant une gorgée comme ça, j'enlève la faim. J'occupe ma bouche, je remplis un peu mon estomac, ça passe par l'œsophage, comme si je mangeais quelque chose. Donc déjà, ça calme la pulsion alimentaire. Et puis, comme le Drenadocta, c'est un goût que vous n'avez pas l'habitude de prendre. Donc, vous n'allez pas associer, par exemple, si vous prenez un thé ou une tisane avec la galette, avec le gâteau. Vous prenez juste de l'eau avec quelque chose qui va vous donner. Non, là, c'est un goût spécial, qui a un goût à base de plantes et de pamplemousse, et qui est très agréable, qui est dilué, et vous buvez ça. Et là, vous allez boire ça de 7h à 9h. Vous arrêtez après 9h parce qu'il y a un draineur, donc sinon vous allez faire pipi toute la nuit. Eh bien, vous allez vous hydrater, vous allez par les plantes de Drenadocta stimuler votre foie, qui je vous rappelle le deuxième pilier de la santé, et vous n'apportez pas de calories, il n'y a pas de calories dans l'eau, il n'y a pas de calories dans le Drenadocta. 0 calories dans le Drenadocta. 0 calories. Donc, vous allez, pour faire fonctionner le cerveau, poumon, le cœur, le métabolisme, utiliser le gras et donc perdre 100 à 200 grammes dans la nuit. Donc c'est tout bénef. Vous faites une détox, vous stimulez votre foie, vous perdez 200 grammes, 100 à 200 grammes dans la nuit, vous dormez comme un bébé avec 1h30 de sommeil en moins parce que vous avez 25% d'énergie en plus puisque vous n'avez pas digéré. Hein, la digestion, ça prend 25% de votre énergie. Et donc, vous rêvez beaucoup plus, etc. Vous levez, vous avez moins de douleur, vous êtes plus en forme. Donc, c'est un super moyen l'été pour, entre les soirées arrosées, éviter de prendre du poids l'été grâce à ce micro-jeûne du soir Drenadocta. C'est génial. Ça vous permet de bien vieillir, ça vous permet de passer un été sans prendre 4 à 5 kilos. Voilà. Et si vous avez pris 1 kilo, vous faites 3 à 4 jours de micro-jeûne d'affilée et vous allez reperdre ce kilo. Voilà. Pas mal. C'est tout l'importance du petit déjeuner gras et protéiné. Si vous buvez que du lait d'amande et que vous prenez des biscottes, ça ne marchera pas. Vous aurez le fringale le soir où vous goûtez qui fait que vous aurez du mal à faire le micro-jeûne, sauf vous qui venez de me poser cette question, j'arrive pas à petit déjeuner le matin, votre métabolisme fait que vous n'arrivez pas à petit déjeuner le matin, vous faites un gros déjeuner. Hein, alors le déjeuner, il faut qu'il soit consistant. Il faut que vous ayez des légumes, de la viande ou du poisson et plutôt des légumineuses, lentilles, riz complet, quinoa, qui va vous maintenir tout le long de l'après-midi et qui fait que le soir, vous allez arriver, vous n'aurez pas trop faim, que quand vous commencez à avoir faim, vous mettez votre Drenadocta dans l'eau et vous commencez à boire ça tranquillement. Et vous allez voir, c'est génial. Vous avez la voie royale de la médecine, c'est le jeûne et le micro-jeûne. Ok, donc en tout cas, tu as répondu à ce que dit Serge, parce que je vois dans le chat que lui aussi, il a des difficultés à manger beaucoup le matin. Donc voilà, la réponse, vous l'avez, cher monsieur.
Alors, on prend une autre question? Bien sûr. Alors, je regarde en chat si il y a des questions en lien avec ce que tu viens de dire. Serge nous dit le pamplemousse diminue l'effet thérapeutique des médicaments. Oui, alors, bon. Oui, parce que il dit est-ce que si on prend le Biodocta avec des médicaments, ça neutralise les médicaments? Alors, l'industrie pharmaceutique est habile et essaye de faire peur vis-à-vis des traitements naturels. Je vous donne 2 exemples. Les gens qui prennent des antidépresseurs et des anxiolytiques, on leur dit, il est dit dans l'établissement, dans la documentation et la communication officielle, ne prenez surtout pas de millepertuis parce que vous allez avoir des interactions avec les médicaments. Moi, je dis au contraire, si prenez du millepertuis, vous prenez de la mélatonine, notamment dans Zenadocta, parce que ça va vous permettre de vous sevrer de la drogue qu'on vous a prescrite et qui vous rend dépendante. Et donc ça, c'est pour éviter que les gens se détournent des anxiolytiques et des somnifères et des antidépresseurs dont on est les Français les premiers consommateurs pour aller vers les plantes qui sont beaucoup plus douces et qui ne donnent pas cette accoutumance et cette dépendance. Il y a déjà ça avec le millepertuis. Deuxièmement, le soleil. Si vous prenez tel et tel médicament, ne vous mettez pas au soleil. Au contraire, ne prenez pas les médicaments, allez vous mettre au soleil parce que le soleil guérit la peau, synthétise sous la peau par le cholestérol, la vitamine D, vous stimule la mélatonine par la rétine. Bref, c'est que bénéfique de prendre du soleil régulièrement en se protégeant aux heures chaudes de la journée avec un chapeau et en protégeant les épaules et en se mettant pas comme crêpe entre midi et 2 heures à la Ciotat ou assis pour les plages. Là, vous allez griller comme du pain grillé. Donc, faites attention. Vous prenez le soleil avec modération, mais régulièrement, prenez le soleil. On a de la mélanine dans la peau qui nous fait bronzer. Plus on a le teint mat comme moi, plus on bronze. Plus on a le teint clair comme Nathalie. Moi, par exemple, on arrive à bronzer et donc on se protège un peu plus. Et au maximum, les Africains boivent une mélanine, donc une peau noire. Voilà. Et on dit les Mélanésiens, c'est ceux qui ont la peau noire. Et donc, troisième chose, le pamplemousse. Le pamplemousse peut avoir certaines interactions avec des médicaments, mais à la limite, regardez, est-ce que vous avez besoin de ces médicaments chimiques? Est-ce qu'il vaut mieux pas prendre du pamplemousse? Et par exemple, le pamplemousse qui est dans Drenadocta, c'est juste un petit peu qui est un conservateur. Donc ça ne va pas interférer avec vos médicaments. Et choisissez, préférez toujours le naturel à l'artificiel. Ça, c'est une règle d'or. Préférez l'immunité naturelle de votre intestin, qui est un cerveau immunitaire, à l'immunité artificielle vaccinale. Toujours. Préférez toujours le naturel à l'artificiel. Et vous allez du naturel, qui n'a pas d'effet secondaire généralement, à l'artificiel, qui a des effets secondaires. Donc, dans les maladies chroniques, on commence par le traitement naturel, et après, on va petit à petit vers le traitement artificiel. Mais privilégiez toujours le naturel. Merci. Bénédicte nous dit que personnellement, on revient sur le micro-jeûne, elle suit rigoureusement le micro-jeûne depuis 1 mois et ce rythme me convient parfaitement. Je n'ai plus envie de dîner. Je perds 1 kilo par semaine en tant que femme. Ce petit déjeuner plutôt gras et salé avec un fruit me convient vraiment bien. Déjeuner normal. Merci pour cette recherche d'équilibre parfait. Ah, Bénédicte, c'est bien. Vous avez la chance que vous savez maigrir. Et si vous perdez 1 kilo par semaine, c'est que votre corps sait maigrir. Donc ça, c'est une chance. Gardez ce micro-jeûne tant que vous voulez. 3 soirs, 5 soirs, 6 soirs. C'est vous qui choisissez pour être en forme. Et j'en profite pour parler aux femmes qui, elles, n'arrivent pas, comme Bénédicte, à perdre 1 kilo par semaine. Parce qu'il y a des femmes, elles perdent 200 grammes, 300 grammes, voire rien du tout. Et bien, à ce moment-là, il faut, quand vous avez utilisé 15 jours de micro-jeûne, vous n'avez pas perdu de poids, c'est que votre métabolisme est trop lent. Et j'ai mis en place, pour ces femmes, notamment après la ménopause, dont le métabolisme est trop lent, ce qu'on appelle brûleurs de graisse naturels, qui n'ont pas d'effet secondaire. Au contraire, donc c'est Mincidocta, celui-là, en gélule. Donc, on prend une gélule avant le petit déjeuner et une gélule avant le déjeuner. Donc ça, c'est pour les femmes qui n'ont pas de problème de thyroïde. Et celles qui ont des problèmes de thyroïde avec une thyroïde trop basse, une TSH trop élevée, eh bien, c'est ce Mincidocta fluide. Et ça, c'est
une dose, hein, c'est pas une dose bouchon là, c'est très concentré, hein, ça fait 125 millilitres. Vous prenez une cuillère à café dans un verre d'eau avant le petit déjeuner et avant le déjeuner, dans un grand verre d'eau, un quart d'heure avant. Ça va stimuler votre thyroïde, ça va accélérer l'amaigrissement. Et ça, c'est pour les femmes qui n'arrivent pas à maigrir malgré un micro-jeûne bien fait, c'est-à-dire 5 soirs par semaine et sans avoir goûté. C'est-à-dire il faut 16 heures de 100 calories entre 2 heures la fin du déjeuner et 8 heures le lendemain le petit déjeuner. Et si malgré ça, vous n'arrivez pas à maigrir, vous prenez soit Masiloctagélule, une gélule avant le petit déjeuner, une gélule avant le déjeuner. C'est généralement ça que je conseille pour la plupart des gens, notamment les hommes. Et pour les femmes qui ont des problèmes de thyroïde paresseuse, prenez plutôt le Masiloctafluide parce qu'il contient des algues riches en iode qui vont stimuler votre glande thyroïde et ça marche très bien. Voilà. Écoute, j'en apprends. Merci beaucoup. Alors, ceux qui connaissent pas Nathalie, je vous le dis parce que Nathalie, c'est quand même la spécialiste des hypersensibles. Je vous invite, et ce serait bien que Nathalie, tu mettes le lien de ton super film qu'on a eu la chance de voir au congrès de médecine naturelle du Jura. Et moi, c'est la seule intervention à laquelle j'ai pu assister parce que je tenais mon stand de médecine naturelle qui était inondé, les pieds dans l'eau avec les bottes de foin. Et j'ai pu, comme mon stand était inondé, aller assister au film de Nathalie. J'ai appris beaucoup de choses sur les hypersensibles. Ce film est génial, je vous invite à le voir. Nathalie, elle a beaucoup travaillé sur les hypersensibles. Et souvent, ceux qui vont dans la médecine naturelle sont des hypersensibles. Et la médecine naturelle est faite par des hypersensibles, pour des hypersensibles. J'en suis un, etc. Je me suis senti reconnu, je me suis reconnu dans les descriptions très bienveillantes que fait Nathalie des hypersensibles. Et elle apporte des réponses justement pour rendre la vie des hypersensibles plus facile. Merci Nathalie pour cela. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, continuons nos petites questions d'ici là. Alors, l'auriculothérapie. Donc, j'ai reçu l'auriculothérapie pour mes douleurs articulaires au pouce et à l'épaule, bloquées par une capsulite et rien n'a changé. Ah, alors, d'abord, est-ce que vous avez fait 3 séances d'acupuncture auriculaire à 1 mois d'intervalle? Ça, c'est le plus important. On ne peut pas dire que l'auriculothérapie ne marche pas si on n'a fait qu'une seule séance. Il faut 3 séances à 15 jours, 3 semaines, 1 mois d'intervalle. Voilà. On répète dans l'oreille les points correspondant à la pathologie. Attention, il faut que l'auriculothérapie ait été faite 3 séances et bien faite. Parce qu'il ne suffit pas de piquer n'importe quoi. Donc, généralement, dans les problèmes de capsulite de l'épaule, on pique le stress parce que ça fait mal, on pique l'intestin pour renforcer le cerveau émotionnel, parce qu'il peut y avoir des blocages, on pique le foie dans tous les problèmes articulaires pour stimuler le système rhumatologique, et puis ensuite on pique les pointes cervicales et d'épaule. Mais dans la capsule, qu'est-ce qui se passe? Souvent, l'auriculothérapie n'est pas suffisante. C'est la capsulite, votre épaule elle est gelée comme ça, ce qu'on appelle l'épaule gelée, complètement gelée. Donc l'auriculothérapie, elle va pas vous débloquer votre épaule. Qu'est-ce qui va la développer? C'est 2 choses. C'est soit l'infiltration, j'en ai fait beaucoup quand j'étais radiologue, qui permet de pousser un produit pour dilater la capsule, et on met de la cortisone en même temps pour baisser l'inflammation. Et à ce moment-là, le patient, moi j'en ai fait des tonnes d'arthrographie infiltration, le patient sortait, mais je sais pas ce que vous avez fait, docteur, mais c'est beaucoup mieux. Je lui dis, ça n'a pas duré, parce que vous avez l'anesthésie, la cortisone, vous allez tout de suite voir le kiné, et vous profitez de ça pour commencer la rééducation de votre épaule. Donc, souvent, dans la capsulite, il faut une infiltration. Et oui, de temps en temps, l'infiltration est nécessaire si l'acupuncture n'est pas suffisante. Et de la rééducation, 2 à 3 séances par semaine pendant 2 à 6 mois. C'est ça, la capsulite. C'est long. Et l'acupuncture baisse l'inflammation, baisse le stress, renforce l'intestin, renforce le foie, équilibre les cervicales, etc. N'oubliez pas de faire traiter vos cervicales, soit par un ostéo, soit par un chiro, parce qu'il y a souvent des problèmes de cervicales dans les problèmes d'épaule. Donc, c'est tout un ensemble. L'acupuncture auriculaire permet d'aider, mais n'est pas suffisante dans la capsulite.
Merci. Autre question là sur le chat de Florence. Pour une personne de 86 ans, plutôt faible, avec un terrain toxique de l'iris, puis-je lui donner Drenadocta plus un Pionex sur le foie? Cette personne prend Prodocta et Omedocta depuis 2 mois. Ah, ça, c'est une super question, Florence. Merci beaucoup. Donc, bien sûr, il y a des tâches dans les terrains toxiques, bien sûr, prendre Drenadocta pour le foie et l'organe qui fait la détox. Pascal, je pense qu'il faut que tu reformules, parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai eu des coupures de réseau pendant que tu parlais, là, pour la réponse. Donc, merci Florence pour cette bonne question. Bien évidemment, si dans l'oreille, vous avez des taches, c'est le terrain toxinique. Et quand il y a un terrain toxinique, il faut d'abord faire une détox. Donc, il faut stimuler le foie. Et à 86 ans, vous pouvez donner le Drenadocta. Au lieu de donner une dose bouchon, vous allez donner la moitié, 25 millilitres, une demi-dose bouchon, dans une bouteille d'eau comme ça. Déjà, si la personne de 86 ans arrive à boire 1 demi-litre par jour, c'est pas mal, c'est un exploit. Parce que les personnes âgées se déshydratent et ont perdu l'envie de boire. Et donc, il faut les forcer à boire. Beaucoup de pathologies de personnes âgées sont dues à la déshydratation. Donc, en mettant le Drenadocta dans cette petite bouteille, la personne va se sentir obligée de la boire et donc va boire ça tout au long de la journée. Vous allez stimuler le foie et l'hydrater en même temps. Et puis, bien sûr, vous mettez un Pionex dans l'oreille droite, ici, bon, je vais vous montrer, là, c'est l'oreille droite, ici, et voilà. Donc, hop, voilà, ici, donc vous partez d'ici, vous allez là, et le foie, là. Voilà le foie. Donc, vous mettez votre Pionex dans l'oreille droite ici, et vous le renouvelez tous les mois, le Pionex, et le patient peut appuyer comme ça avec son doigt pour stimuler son foie. Donc, il envoie ici un programme dans le cerveau qui commande le foie et qui va stimuler le foie. Et donc, bien évidemment, Drenadocta, 25 millilitres, la moitié de la dose, dans 1 demi-litre d'eau à boire dans la journée, plus stimulation par Pionex du foie. Félicitations, Florence. C'est un traitement simple. En plus, il prend Prodocta, Omedocta, donc il améliore son intestin. N'oubliez pas, si cette personne est âgée, ils sont souvent en carence de vitamine D, donc D3 Docta. Moi, je suis médecin, donc je peux prescrire des analyses de sang. Je fais souvent doser 2 choses. L'iode dans les urines, parce que beaucoup de femmes sont en carence d'iode, et la vitamine D dans le sang, parce que beaucoup de gens sont en carence de vitamine D sans le savoir. Et il faut être au-dessus de 60, non pas 30 à 60, mais au-dessus de 60. Voilà, pour avoir un taux de vitamine D suffisant dans le sang. Donc, vous pouvez faire doser ou demander au médecin de faire doser, qui demande à son médecin de faire doser la vitamine D dans le sang pour savoir s'il est en carence. Et s'il est en dessous de 60, vous lui donnez, voilà, s'il est en dessous de 60, une gélule, et s'il est entre 30 et 60, 2 gélules. Voilà. Et là, vous allez avoir un bon statut de vitamine D, qui, je vous rappelle, c'est la vitamine de l'immunité, de la solidité du squelette. Ok, merci. Très intéressant. Autre question. Connaissez-vous les sels de Schuster? Les recommandez-vous? Alors, c'est une bonne question, merci. Je les connais, mais je ne les pratique pas parce que on peut pas tout connaître. Je sais que ce sont des sels minéraux dynamisés qui permettent de mieux absorber les minéraux. Et c'est vrai que vous allez peut-être me donner, alors qui c'est qui pose cette question? Je ne sais pas son prénom, mais merci parce que vous allez peut-être me donner envie cet été de travailler. C'est Florence sur les sels de Schussler. Quand j'ai suivi ma formation d'homéopathie, on m'en a pas mal parlé. Et puis, happé par mon travail de radiologue plus mes formations, j'ai pas donné suite. Et souvent, il faut un certain temps, parfois 10 ans, parfois 20 ans, pour apprendre une thérapie qui est bénéfique, etc. Oui, vous me donnez envie merci Florence, de travailler les sels de Schussler. Je pense que c'est très intéressant de pouvoir donner des minéraux sous forme dynamisée et mieux assimilables. Mais je ne les connais pas, donc ne les connaissant pas bien, je ne les prescris pas. Mais je sais que c'est très très bien. J'ai eu beaucoup d'échos d'apports de patients, etc. Voilà, les sels de Schussler, oui, minéraux dynamisés, bien assimilables.
Bon, à expérimenter. Hein. Après, on se fera un petit retour d'expérience. Alors, Serge nous pose la question, où piquer pour désenflammer la vésicule? Ah, alors là, Il a des calculs dans la vésicule. alors, l'inflammation de la vésicule, ça s'appelle la cholécystite. Et ça, c'est chirurgical. Ça ne se traite pas par l'acupuncture auriculaire. La cholécystite aiguë, c'est généralement une vésicule qui contient des calculs en trop grand nombre. Et finalement, ça finit par s'infecter. Et ça fait, si on n'opère pas un abcès, une péritonite. Donc, c'est le radiologue qui diagnostique cela. En faisant l'échographie, on voit un épaississement de la vésicule biliaire avec du sludge de la bile épaisse dans lequel baignent des calculs et une hyperémie inflammatoire vasculaire dans la paroi de la vésicule biliaire. Et à ce moment-là, on refroidit par antibiotiques et on opère la vésicule puisque on ne laisse pas une vésicule enflammée qui risque ensuite d'entraîner une péritonite, donc qui peut être potentiellement mortelle. Ça, c'est la cholécystite, l'inflammation de la vésicule. S'il y a uniquement des calculs dans la vésicule sans inflammation, il faut savoir quelle est la taille des calculs. Si c'est moins de 10 mm, ces calculs sont dangereux parce qu'ils peuvent migrer dans le cholédoque et aller boucher le canal de sortie du cholédoque où sort le canal de Wirsung du pancréas et entraîner une pancréatite aiguë, mortelle, pouvant être mortelle. Donc, quand c'est des petits calculs, si on a trop, il est peut-être licite d'enlever la vésicule biliaire. Mais on peut, avant d'enlever la vésicule biliaire, essayer de dissoudre les calculs. Et pour savoir quel type de calcul il y a, il faut faire une radio. Pour savoir s'ils sont un scanner ou une radio, on regarde si c'est blanc, ils sont en calcium. S'ils sont pas visibles à la radio ou au scanner, ils sont en cholestérol et c'est pas le même traitement. Ah, c'est intéressant. Donc, il y a des médicaments, le Délursan pour les calculs en cholestérol, qui peut permettre de dissoudre. Mais toujours est-il, si vous avez des calculs, c'est que dans la vésicule, c'est que vous avez une mauvaise alimentation, une mauvaise hygiène de vie ou un mauvais métabolisme. Il faut donc aller vers une alimentation en calcium, moins riche en calcium, donc supprimer les laitages de vache qui vous acidifient. Et il faut vous alcaliniser. Dans toutes les lithiases, il faut alcaliniser. Que ce soit les lithiases biliaires ou les lithiases rénales, alcalinisées. Donc, le meilleur alcalin, c'est le citron, qui se transforme en citrate. C'est ensuite le bicarbonate. Et puis, c'est les bains d'eau de mer. Et puis, c'est éviter les aliments qui vous acidifient. Le blé, le lait, le sucre. Les 3 piliers de l'alimentation moderne. Waouh. Et les excès de viande rouge. Voilà. Donc, c'est ceux qui mangent trop de viande font des calculs dans les reins et autrefois les infections urinaires donnaient des calculs dans la vessie. Donc, en s'enrichissant, la population française a fait monter ses calculs de la vessie vers les reins. Au Yémen, quand j'ai fait mon service militaire, j'ai fait ma coopération au Yémen, j'ai diagnostiqué des calculs de la vessie comme ça, de cette taille-là. C'est énorme calcul. C'est historique qu'on voit plus en France, mais qu'on voyait, par exemple, on va poser une question. Quels sont les 2 hommes célèbres français qui souffraient de calculs de la vessie, qui souffraient? Vous avez un écrivain et un homme politique qui ont souffert énormément de calculs dans la vessie. Et bien, vous aviez, attendez, je vais le retrouver. Montaigne, Michel de Montaigne à Bordeaux, et Napoléon III. Et si on a perdu la guerre de 1870, c'est peut-être dû aux problèmes vésicaux de Napoléon III qui souffrait énormément de sa vessie. Ça, c'est pour la petite histoire. Wow. Bah, écoutez, merci. Serge, prenez soin de vous. Et puis, surtout, la nature de vos calculs, vous voyez, le traitement est différent. Donc, et c'est une bonne, faudrait peut-être le noter, Nathalie, c'est une bonne, et Myriam en fond, faudrait peut-être noter ça pour les prochaines formations Vivo Vojo. Une formation, on pourrait, si vous pouvez le noter, là, parce que je peux pas tout noter, oui. Lithiase rénale, lithiase biliaire. Ce serait, je pourrais faire une formation là-dessus, sur lithiase rénale, lithiase biliaire. Comment prévenir les lithiases et comment les soigner pour éviter de se faire opérer. Ah ouais, parce que c'est douloureux. Là, c'est. Et puis pour les lithiases rénales, l'épidémie de colique néphrétique, c'est en juillet quand il fait chaud.
Donc, n'oubliez pas de vous réhydrater. Alors Serge nous dit que c'est cholésistique et petit calcul et le scanner ne dit rien. Donc c'est Petit, donc c'est plutôt des calculs de cholestérol. Donc, il faut essayer de délursant, essayer de les dissoudre petit à petit en changeant son alimentation, en s'alcalinisant et en voyant si petit à petit les calculs disparaissent. Ils peuvent disparaître. Parfait. Alors, Véronique, j'ai testé les points contre les douleurs de règles avec succès. Faut-il renouveler les points pendant quelques mois ou seulement faire les points lors des douleurs? Pareil, on pourrait aussi, Nathalie, le noter. Douleurs de règles, dysménorrhée, ça c'est un thème qu'on n'a pas traité et qu'on pourrait traiter. Et c'est qui c'est qui pose le prénom, qui pose la question? C'est Véronique. Véronique, bravo pour cette super question. Donc, vous avez donc dû essayer le point-mètre gynécologique qui est là. Je vous rappelle, donc, vous avez ici, ça c'est l'antitragus, hein, ça c'est le tragus, ça c'est l'antitragus. Et l'antitragus, vous avez comme un serpent, la tête du serpent et la queue du serpent. Eh bien, le point-mètre gynécologique, c'est l'œil de la tête du serpent. C'est là, vous voyez. C'est facile à retenir. L'œil de la tête du serpent. Voilà. Ça, c'est le point-mètre gynéco, c'est FSH, LH, qu'on stimule dans les dysménorrhées, les douleurs de règles, les problèmes d'infertilité, d'hypofertilité, la ménopause, c'est tous les problèmes généraux. Celui-là, FSH, LH. Donc, si vous avez fait ça et que ça a amélioré vos douleurs de règles, ben, continuez une fois par mois. Vous mettez soit un petit pionex, soit une petite bille sur ces points des deux côtés. Et donc ça stimule vos hormones, ça les équilibre et ça diminue les douleurs de règles. Mais souvent, c'est pas suffisant parce que les douleurs de règles sont dues à une carence en oméga 3. Voilà, oméga 3, voilà, Omedocta. Donc vous prenez ça tous les matins, etc. pour fluidifier le sang. Souvent, c'est un sang qui est trop cailloté, trop épais, etc., qui a du mal à s'écouler. Donc, il faut le fluidifier. Et puis, en prenant les Omedocta, c'est l'anti-inflammatoire par excellence. Donc, tous les matins. C'est souvent le traitement en même temps des troubles de règles de l'adolescente et de l'acné, en diminuant l'inflammation, en diminuant l'inflammation de la peau. On diminue aussi l'inflammation gynécologique sous-jacente et on fluidifie le sang. Donc, moi, je dirais dans les troubles de règles, les douleurs de règles, vous faites ça, le point-mètre gynéco des deux côtés, et vous prenez Omedocta tous les jours pendant 3 à 6 mois. Vous diminuez les taches de vache, vous diminuez les yaourts, qui sont des aliments pro-inflammatoires, donc douloureux, les sucres, le blé, et vous allez vers une alimentation, comme j'explique un peu dans mon livre et dans la formation, plus végétarienne, sans être végétalienne, moins riche en viande. Attention, les femmes, vous devez prendre de la viande, du boudin. Pourquoi? Parce que ça contient de la vitamine B12 et du fer que vous perdez tous les mois par vos règles. Attention aux carences en fer et en vitamine B12 chez les femmes qui ne consomment pas de viande ou de produits animaux. Alors, je connais la mode végane, etc., mais je vous rappelle qu'on a une dentition d'omnivore. C'est ça. On n'a pas une dentition d'herbivore. L'être humain n'est pas un herbivore. Il est un omnivore. On peut manger de tout avec modération. Merci. Alors, Yveline, que pensez-vous de l'eau de Quinton? Ah, mais bien que. Mais qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Alors là, on a la crème de la crème. Un motivé, il est vraiment motivé. Mais c'est des super questions, c'est génial. Ouais. Ah, mais c'est super. Alors, plutôt que l'eau de Quinton, on l'appelle le sérum de Quinton. Alors, je ne sais plus s'il était médecin ou physiologiste, etc. Mais il a eu l'idée de génie de voir que l'eau de mer correspondait parfaitement au sérum du sang de l'être humain. Quand on enlève les globules rouges, les plaquettes des globules blancs, qu'est-ce qui reste? Un sérum, mais qui ressemble à l'eau de mer, qui est salée. Et donc, Quinton s'en est servi pour traiter des hémorragies pendant les guerres, à sauver, parce qu'il n'y avait pas de sang, etc., en injectant du sérum de Quinton qui avait été stérilisé, à sauver des anémies, des hémorragies. Et puis ensuite, s'en est servi pour injecter un peu sous la peau, notamment pour les douleurs de dos, on peut injecter sous la peau du sérum de Quinton. Moi, j'ai pas l'expérience de ça.
mais je sais que ça marche. Oui. Les patients m'en parlent et que le sérum de Quinton, c'est quelque chose de très intelligent, d'astucieux, etc., que beaucoup de thérapeutes utilisent avec beaucoup de bonheur. Oui, oui, c'est utiliser l'eau de mer comme la vie vient de l'eau de mer. Et donc, une eau de mer qui est propre, qui n'est pas polluée, etc. Oui, c'est intelligent, le sérum de Quinton. Merci. Et moi, personnellement, donc je n'en ai pas l'expérience, je ne parle bien que ce que je connais. Dans la formation, je vous présente, on ne peut pas tout savoir. Donc moi, je vous présente ce que je connais bien. L'œil. J'adore l'œil, je suis radiologue, donc moi, je me balade toujours avec une petite loupe comme ça. Et puis, je regarde mon œil comme ça, là, voilà. Il parle du corps, des organes. Vous voyez mon œil, là? Donc, j'utilise ça pour diagnostiquer rapidement quand quelqu'un, un voisin ou un ami ou un parent ou un cousin ou un neveu se plaint de quelque chose. Je regarde dans son œil. Ah oui, ton terrain, c'est plutôt anxieux. Donc, hop là, une petite bille là, les émotions. Voilà. Je me balade toujours avec mes petites billes, etc. Donc, moi, je connais bien l'iris, l'oreille, la nutrition, la micronutrition, et puis, par ma formation de radiologue, le diagnostic de tous les troubles de l'être humain, parce que j'ai été un spécialiste du diagnostic pendant 20 ans, et donc j'ai pu un peu voir tout le panel des troubles pédiatriques aux troubles gynécologiques, en passant par la prostate, les cancers, etc., les maladies cardiaques, les maladies neurologiques. Bref, un bon panel diagnostique de la médecine moderne, et ensuite un traitement beaucoup plus naturel. Merci. Nadine, dans quel cas conseilleriez-vous d'associer la vitamine K2, ménaquinone 7 à la D3, K2 chez les personnes âgées? Alors là, ça dépend. Je n'ai pas également l'habitude de prescrire de la vitamine K. C'est peut-être une erreur parce que c'est une vitamine que je ne fais pas doser, parce que je fais d'abord doser les vitamines qui sont les plus souvent en carence et qui sont à l'origine des troubles les plus fréquents. C'est la vitamine D, et puis ensuite le fer, voilà, et puis l'iode. La vitamine K, c'est la vitamine qui permet d'assurer la coagulation du sang, qui est une vitamine importante, bien sûr. Je n'ai pas donc l'habitude de la prescrire avec la vitamine D, mais bien évidemment, il faut d'abord faire une prise de sang pour savoir si vous êtes en carence de vitamine K pour la prescrire sous forme de vitamine chimique ou sous forme de complément. Donc, il faut que vous ayez eu, chez cette personne âgée, par exemple, un dosage. Et si un dosage de vitamine K montre qu'il est faible, il faut prescrire de la vitamine K. Moi, j'en ai pas l'expérience parce que les plus grandes carences qui sont toujours oubliées par la médecine moderne, c'est ça. Ça, c'est oublié tout le temps par la médecine moderne. Et c'est ça, c'est la vitamine, c'est oméga 3 et c'est vitamine C. C'est C-docta acide ou C-docta ascorbate. Et là, la médecine moderne, oméga 3, on dose pas. Vitamine C, on dose pas. Vitamine D, on commence à doser. Ça commence à rentrer. Et vitamine C et oméga 3, les dosages d'acide gras érythrocytaire ne sont jamais faits par les médecins classiques. Les bilans que l'on peut faire sur les D-dimènes, est-ce que ça a un rapport avec la coagulation, justement? Bien sûr. Le D-dimère, c'est un facteur d'inflammation qui est élevé donc dans l'inflammation, mais aussi dans les thromboses. Donc, si le D-dimère est en dessous de 500, vous êtes sûr que vous n'avez pas de thrombose. Donc, en médecine, ça s'appelle une valeur prédictive négative, très forte. Ça veut dire que si c'est négatif, pas de phénomène. Donc, pas besoin de faire de Doppler, pas besoin de faire de scanner. Par contre, si c'est supérieur à 500, c'est soit une inflammation, soit une thrombose. Donc, il faut faire des examens. Voilà. Et notamment après les fausses vaccinations Covid, là, ARN, eh bien, le D-dimère permettait de rapidement de savoir est-ce qu'il y a un risque de thrombose ou pas. Voilà. Donc, c'est pas mal. Donc, quand il y a des troubles après un Covid long ou après une vaccination ARN, une injection expérimentale ARN, de doser les D-dimères. C'est pas cher et ça peut rapporter haut. Oui, c'est clair. Merci. Florence, que pensez-vous de l'huile de coco? Elle a 60% de triglycérides à chaîne moyenne et une teneur forte en acide laurique. Est-ce un bon gras? Oui, c'est pas mal l'huile de coco.
J'ai lu un très bon livre là-dessus qui vante les vertus de l'huile de coco. C'est pas mal. Je mets un petit bémol. Où on trouve les gens les plus gros, en général, c'est dans les îles du Pacifique, parce qu'ils consomment énormément de produits végétaux et d'huile qui viennent de ces arbres, dont l'huile de coco, mais aussi l'huile de palme, etc., d'arachide, etc. Donc, attention, à manier avec précaution. C'est très bien pour la peau, l'huile de coco. Ça a des vertus, certes, pas que sur les acides gras. Personnellement, moi, je ne la prescris pas parce que je pense que c'est plus important de prescrire des oméga 3. On est en carence d'acides gras oméga 3 et on a beaucoup trop d'acides gras saturés. Les oméga 3, c'est des gras très souples à double chaîne qui font qu'ils se balade comme ça, un globule rouge qui est riche en oméga 3, eh bien, il va se déformer pour rentrer dans le petit vaisseau. Alors qu'un globule rouge qui est fait avec des acides gras saturés, il va venir boucher le petit vaisseau. D'où l'importance d'avoir un statut en oméga 3 correct. C'est pour ça que je parle très souvent et que je prescris très souvent Omedocta, oméga 3, une capsule tous les matins, parce que la première carence qui est complètement négligée, c'est cette carence en acides gras polyinsaturés. Et ça, c'est beaucoup plus important que l'huile de coco. Les bonnes huiles qu'on trouve chez nous, on n'est pas sous les tropiques. Donc, l'huile de coco, on est obligé d'importer. Donc, ça coûte cher. Donc, prenons plutôt les huiles de chez nous. Colza, olive et noix. Ça, c'est des huiles de chez nous. Olive, antioxydant riche en oméga 9, donc intermédiaire comme la graisse de canard. Colza, plus riche en oméga 3. Et noix ou lin, encore plus riche en oméga 3. Donc, vous pouvez avoir un cocktail de ces huiles qu'on trouve chez nous. Lin, colza, noix, olive, et ben c'est en Europe. Alors que coco, ben vous la faites venir en bateau, donc ça a un coût énergétique plus important. Vous me direz, ben, on consomme des bananes, des fruits, etc. Oui, je sais, mais c'est peut-être pas la peine d'en rajouter non plus. Et Véronique nous demande, peut-on prendre des compléments d'oméga 3 en continu ou est-il préférable de faire des pauses? Alors ça, par exemple, vous avez eu un infarctus du myocarde, mais ça c'est tous les jours. Voilà. Ça remplace un peu votre aspirine ou c'est associé à l'aspirine, tous les jours. Vous avez eu un AVC, vous avez des problèmes neurologiques, vous avez une spondylarthrite ankylosante qui est une maladie inflammatoire comme moi, tous les jours. Tous les jours, une. Alors le week-end, si vous oubliez, c'est pas grave, mais sur 365 jours, si vous prenez 300 jours, vous aurez un taux d'acide gras polyinsaturé stable dans le sang et vous allez baisser l'inflammation. Si vous avez par exemple de l'asthme ou de l'eczéma, ben, vous allez prendre pendant 3 mois Prodocta, Omedocta, là vous le prenez pendant 3 mois et puis vous regardez comment évolue votre asthme et votre eczéma. Généralement, il faut refaire juste après une autre cure de 3 mois. Et puis après vous regardez, tiens, j'ai plus fait de crise d'asthme, j'ai plus d'eczéma. À ce moment-là, vous ralentissez et vous les allez prendre du lundi au vendredi. Hein? Puis après, si ça va bien, mais vous supprimerez d'abord le Prodocta, puis vous garderez l'Omedocta, l'inflammation. Et si l'eczéma revient, vous reprendrez pendant 1 à 3 mois le Prodocta. C'est comme ça qu'il faut faire. En fait, il faut que vous adaptiez à l'importance de votre pathologie. Si c'est, par exemple, que vous voulez prévenir les allergies, on est l'été, c'est maintenant qu'il faut commencer à prévenir les allergies aux acariens de l'automne. Donc, c'est en août. Donc, en août, vous commencez Prodocta, Omedocta, août, septembre, octobre. Si vous faites ça pendant 3 mois, vous n'allez pas avoir les allergies aux acariens cet automne. Et il faut le faire février, mars, avril, pour pas avoir les allergies, mai, juin, juillet, aux graminées. 3 mois. Là, généralement, ça suffit. Et si vous avez une maladie chronique, un cancer, une sclérose en plaques, une spondylarthrite ankylosante, ben vous prenez Prodocta, Omedocta, D3 Docta, là, vous le prenez tous les jours. Tous les jours. Plus vous êtes malade, plus vous le prenez. Voilà. Ça, mais Omedocta, c'est vraiment, on est tous en carence. Sauf si, par exemple, vous consommez des sardines tous les jours. Voilà, de l'huile de colza, olive, noix tous les jours. À ce moment-là, vous pouvez ralentir votre consommation de Omedocta. Mais généralement, c'est pas le cas. Hein. On ne consomme pas des sardines tous les jours. Et si vous faites les dosages d'acides gras dans le sang, vous verrez que vous êtes toujours en carence d'oméga 3.
On n'en a jamais assez. Merci. Alors, Véronique, question étonnante. Que faire si les points mis en auriculothérapie font augmenter la douleur que l'on voulait faire baisser? Ah, ça, c'est une très bonne question, et ça arrive. Alors, à la première séance, comme tout traitement, l'acupuncture, c'est un traitement, vous touchez le corps, comme si vous étiez kiné, par exemple, ou un ostéo qui fait une manipulation, etc., vous touchez le corps. Vous mettez une petite bille, etc., vous mettez un petit patch, etc., vous touchez le corps. On peut entraîner, et ça peut arriver, dans l'auriculo. Vous pouvez avoir un rebond douloureux, généralement, qui dure entre 2 jours et 7 jours. Généralement, il ne dure pas plus longtemps. C'est un rebond douloureux qui montre que, ça fonctionne. Donc, vous avez touché le bon, c'est-à-dire que vous avez touché le bon point. 2, vous exacerbez la sortie des toxines. Donc, c'est plutôt bon signe. Donc, à ce moment-là, si vous exacerbez la sortie des toxines, vous faites un drainage détox pour diminuer cette sortie des toxines et qu'elles sortent plutôt par le foie plutôt que par les douleurs rhumatismales. Et puis, ensuite, eh bien, il faut répéter cette séance d'acupuncture 15 jours après pour refaire et peut-être passer sur l'autre oreille. Vous faites la même chose mais sur l'autre oreille. Regardez, il peut y avoir un rebond douloureux, mais généralement il ne dure pas plus de 2 jours, une semaine. Et si ce rebond douloureux dure, c'est qu'il y a peut-être une pathologie organique sous-jacente. Et alors là, il faut faire des examens. Imaginez que vous avez une hernie discale. C'est pas l'acupuncture auriculaire qui va traiter votre hernie discale, et donc à ce moment-là, il faut faire des examens. Donc, il faut écouter le corps. Il faut pas, si la douleur, elle dure plus d'une semaine, c'est qu'il y a quelque chose dessous et il faut faire des examens. Alors, toujours, Véronique nous pose la question, si l'on soupçonne une action néfaste des statines, au bout de combien de temps, si on les arrête, peut-on espérer un meilleur état de santé? Alors, les statines entraînent une accumulation des précurseurs du cholestérol dans le foie et dans les muscles. Et donc, il faut 1 mois pour que ça s'élimine du foie et des muscles. Donc, vous arrêtez les statines, qu'il faut toujours remplacer par les omédocta, voilà, par les oméga 3. Donc, vous donnez 1 ou 2, ça dépend du statut de cholestérol qu'il y avait avant. Il faut supprimer les laitages de vache, voilà, refaire un statut d'acide gras polyinsaturé correct. Le beurre, c'est beurre moitié colza, moitié beurre. Par exemple, un beurre enrichi en oméga 3, 50% d'huile de colza, 50% de beurre dans un ramequin avec le mixeur. Vous le mélangez, vous avez un beurre, une pâte à tartiner riche en oméga 3. Il faut attendre 1 mois. Et donc, à ce moment-là, vous stimulez, vous faites un bon drainage détox avec Drainadocta pendant, moi je dirais, vous prenez 2 flacons, ça va faire 1 mois. Si vous le prenez du lundi au vendredi, ou alors 15 jours, ou 20 jours. 2 flacons, un flacon, ça fait 10 jours. Donc, en 20 jours, vous aidez le foie à bien détoxifier les statines. Attention, enlever les statines, c'est du ressort du médecin. C'est pas attention, parce que les statines parfois sont nécessaires et il faut être prudent. S'il y a eu un infarctus, s'il y a eu un AVC, etc. Moi, je suis pas partisan des statines du tout. Parfois, il faut les baisser progressivement, etc. pour laisser le temps au corps de fluidifier ses graisses. La statine baisse le taux de cholestérol, mais ne change pas la qualité des graisses. Il faut 3 mois pour changer la qualité du bras. C'est pas 1 mois, c'est 3 mois. Donc, il faut parfois 3 mois avant d'arrêter les statines. Ok, merci. Bénédicte, en cas d'hypothyroïdie et de niveau d'iode faible, l'eau de Quinton est-elle bénéfique? Le retour sur l'eau de Quinton. Alors, pour moi, non, parce que ça contient que des sels minéraux, un petit peu d'iode, mais pas suffisamment. Moi, je dirais que si vous n'avez pas assez d'iode, d'abord, vous commencez par un sel comme ça. Alors, moi, je vous montre celui que je connais, c'est mon Redocta, puisque je suis un fanat de ce sel qui est magnifique et qui contient, vous voyez, il est gris, il est même coloré parce qu'il y a des baies aromatiques dedans, il y a du poivre. Voilà, donc ce sel gris, récolté à l'île de Ré, qui est l'endroit de ma famille maternelle, qui est charentaise, les Fougeras, eh bien, c'est un sel gris qui contient de l'iode naturel, beaucoup mieux que l'iode artificiel rajouté dans le sel blanc, qui contient du potassium et du magnésium, donc ça ne donne pas d'hypertension.
et qui contient de la silice, donc c'est bon pour les rhumatismes. Donc, on prend du sel, on le met pas dans l'eau de cuisson, on le met dans l'assiette, là, sur le plat, sur les aliments, tous les jours. Ensuite, des algues et des fruits de mer, des algues 2 à 3 fois par semaine et des fruits de mer 1 fois par semaine si vous êtes en carence en iode. Avec ça, généralement, vous compensez votre carence en iode. Si c'est pas suffisant, il faut prendre soit des ampoules, soit des compléments riches en iode. Merci. En sachant que l'iode, voilà, ça sera aussi je ferai peut-être une autre, je vais le noter parce que là, on a plein de, je vous félicite, super groupe, et vraiment super groupe là, donc je note iode et thyroïde, ce qu'on pourrait faire. C'est noté, je t'enverrai un document avec tous les points que l'on a abordés. On va prendre les 2 dernières questions que je vois. Ouais. Y a-t-il des contre-indications à la vitamine C pour des estomacs sensibles? La deuxième forme que vous proposez. Je ne l'ai pas bien supportée, mais je suis plus qu'hypersensible. Marlène. Alors, si votre estomac est sensible à l'acidité, donc je ne vous conseille pas de prendre cette vitamine acide, vous voyez, L-ascorbique. C'est le Célocta acide L-ascorbique parce que c'est acide comme l'aspirine, donc ça va, si vous avez des reflux, si vous avez de l'acidité, des aigreurs d'estomac, je vous conseille plutôt. Donc, vous voyez, celle-là, c'est l'acide, et pour pas confondre, celle-là est en sachet. C'est l'ascorbate de sodium. Et l'ascorbate de sodium, comme son nom l'indique, ascorbate, elle est alcaline. C'est un sel alcalin de vitamine C, et généralement, celle-là est beaucoup mieux supportée par les estomacs sensibles qui ont des aigreurs, etc. Mais il se peut que vous la supportiez pas. Alors à ce moment-là, il faut trouver le moyen de la prendre. Soit vous saupoudrez vos aliments avec, au moment de manger, soit vous la mettez avec une compote, soit avec un petit jus de fruits bio, etc. Vous trouvez le moyen de la supporter. Moi, je la mets dans mon Drainadoctor. C'est comme ça que je la supporte bien. Ou alors le matin, si je fais pas mon draineur, je mets une cuillère à café dans un verre d'eau. Voilà. Et c'est avec ce verre d'eau qui contient mon ascorbate de sodium Célocta que je vais prendre mes 3 compléments pour ma spondylarthrite, Prodocta, Médocta et D3-Docta. Voilà. Et donc, je prends mon eau enrichie en vitamine C et j'ai mes 3 compléments qui me permettent de stabiliser ma spondylarthrite ankylosante. Et sinon, dans la journée, ou si vous faites le micro-jeûne, vous la mettez avec le Drainadocta. Et là, généralement, c'est bien supporté parce que vous prenez des petites doses. Il vaut mieux prendre des petites doses tout au long de la journée qu'une grosse dose d'un coup, en ce qui concerne la vitamine C. Et vous avez vu, j'arrête pas de boire des petites gorgées tout au long de ce webinaire. Merci. Marlène, certains vendent l'huile de ricin pour l'intestin. Qu'en pensez-vous? C'est trop irritant. C'est un laxatif irritant. L'huile de ricin, je suis pas pour. Préférez plutôt, si c'est des problèmes de constipation, les graines de psyllium de lin, qui sont plus douces, que vous mettez dans un demi-verre d'eau, ça va gonfler. Et à ce moment-là, vous le prenez soit pur, soit vous le mélangez aux aliments, et ça va faire un escalator qui emmène les selles aux toilettes. C'est pas absorbé. Si vous voulez faire une purge, oui, à l'huile de ricin, faites une purge à la vitamine C. C'est beaucoup plus doux. Vous prenez une cuillère à soupe de Célocta ascorbate de sodium avec 1 litre d'eau. Vous allez faire une purge. Vous allez avoir des selles liquides, vous allez nettoyer. Et vous vous êtes enrichi en vitamine C. Alors justement, sur l'ascorbate, Marlène nous demande est-ce qu'elle est salée? Car vraiment, oui. Elle ne s'est pas sentie bien avec. Oui, elle est salée, c'est ascorbate de sodium. Oui. Elle est salée, oui. Alors, à ce moment-là, prenez une autre forme de vitamine. Ces 2 vitamines que j'ai dans mon petit laboratoire permettent de couvrir 90% des besoins. Certains ont besoin d'une autre forme, ascorbate de magnésium, ascorbate de calcium, etc. Évidemment, moi, j'ai un petit laboratoire artisanal, je peux pas me permettre d'avoir des milliers de formules, mais j'ai trouvé 2 formules qui me semblent intelligentes. L'acide L-ascorbique, qui est la formule classique en poudre, et l'ascorbate. Eh bien, en fait, je m'aperçois que la moitié de mes patients prennent l'acide et l'autre moitié prennent l'ascorbate. Je pensais que ce serait un quart. Non, c'est moitié-moitié. Et puis, il y en a qui prennent les 2 et qui alternent l'une ou l'autre en fonction de leurs humeurs, en fonction de leur estomac, ou qui mélangent. On peut tout faire.
Alors, j'ai une question que je n'ai pas compris de Yveline, qui revient d'ailleurs une deuxième fois. Peut-être que c'est lié. Doit-on privilégier les billes ou en métal? Et ensuite, la teinture d'iode sur la peau peut-elle aider? Alors, Donc, les billes, les billes, vous avez deux types de billes. Vous avez la bille en métal et la bille en or. Bon, moi, là, j'ai ici la bille en or. Vous voyez, donc ça, Nathalie, c'est comme ça, c'est une petite bille. oui. Là, comme ça. On met comme ça. Montrer. Dans l'oreille. Voilà, donc on va mettre. C'est ça. Voilà. Et donc, ça apparaît comme ça. On va le mettre bien. Facile à mettre. C'est plus facile à mettre sur une vraie oreille que sur une oreille en caoutchouc. Voilà. Et ça apparaît comme ça. Voilà, la petite bille, elle apparaît comme ça. Voilà. Alors, les billes en or, je trouve ça plus joli. Ah, d'accord. C'est pas. Il y a pas. Non, je trouve ça plus joli. Alors, oui, métal pour les douleurs, or pour tout ce qui est hormones et émotions. Voilà. Si vous, je réponds à votre question, je pense que c'est ça. Pour foie, intestin, douleur, vous utilisez en métal. Pour ce qui est hormones et émotions, mettez en or. Mais si vous avez des billes en or, des billes en acier, peu importe, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre, ou l'une et les autres. Et puis la teinture d'iode, eh ben, c'est une façon de s'enrichir. Oui, c'est vrai que c'est pas idiot. C'est une façon de s'enrichir en iode. Le problème, c'est que vous faites un pic comme ça d'iode dans la peau et dans le sang, et que vous contrôlez pas bien ce que vous faites, contrairement au complément riche en iode que vous pouvez prendre tout au long de l'année. Voilà, c'est ça le danger. Okay. Ça continue, hein, je suis désolée, les questions continuent. Et il y en a une qui est vraiment étonnante, de Marie-Françoise. Vous ne parlez jamais des ondes scalaires. J'ai vu que vous avez derrière vous un appareil. Et comment soignez-vous avec cette technique? Voilà, ben là, on va pas en parler parce que c'est pas le sujet. Voilà, ça sera le sujet d'une autre formation. Je note. Voilà, d'une autre formation. Le traitement par les ondes. Voilà, je suis ici donc dans mon institut de médecine naturelle à Saint-Sébastien. Derrière moi, vous avez deux holomes, oscillateurs à longueur d'onde multiple de Georges Lakhovsky. Bon, c'est très difficile à trouver, on est peu à l'avoir, etc. C'est pas ça que je vais vous former parce que comme c'est difficile à trouver, je vais pas vous former sur une technique qui est presque impossible ou confidentielle. Moi, je suis spécialiste des ondes, ça m'amuse, et quand mes patients viennent, je fais du Lakhovsky. Moi, je vous formerai à des techniques que vous pourrez acquérir si vous êtes thérapeute ou si vous êtes malade chez vous. Ça sera les ondes scalaires et l'hydrogène. Et à mon institut de médecine naturelle, on a mis en place des stages de soins de 3 jours où les patients, matin et après-midi, ont des séances bénéfiques d'ondes scalaires qui augmentent la vitalité de l'être humain et d'hydrogène qui sont un super antioxydant. Et ça fera avec Vivo au jeu l'objet d'une autre formation complémentaire à la médecine des 4P, à la médecine des maladies chroniques. Eh bien, on ira vers l'hydrogène, les ondes scalaires et peut-être l'endothérapie. Voilà, petit à petit, je ne peux pas tout donner d'un coup, mais c'est vrai que c'est très bénéfique, ces ondes scalaires, pour les gens qui n'ont pas assez d'énergie, qui ont une énergie vitale faible. Ils ont besoin d'être compensés par ces flux de neutrinos. Voilà. Et tout ça, ça vient des recherches de Tesla. Merci. Véronique, que faire en cas de crise de goutte? Alcalinisez-vous. Voilà. C'est que vous avez mangé déjà trop de viande. Et puis ensuite, il faut alcaliniser. Toutes les concrétions et les cristallisations de cristaux sont favorisées par l'acidose métabolique. Donc déjà, ça veut dire que vous avez une alimentation trop riche en acide. Donc, vous pouvez diminuer le blé, les sucres, vous alcalinisez avec l'ascorbate de sodium, avec le bicarbonate, avec le citron, et puis vous hydratez, bien s'hydrater. Et vous faites le micro-jeûne si vous êtes en surpoids, parce que souvent la goutte est liée au surpoids. Alors, la dernière, comment prévenir et bien soigner les tendinites de l'été? Ah, c'est une super question, ça. Les tendinites de l'été. Alors, moi, quand j'étais radiologue au Pays Basque, j'étais radiologue à Saint-Jean-Pied-de-Port, et c'est là où commence le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour ceux qui débarquent en train de Paris, ils arrivent à Saint-Jean-Pied-de-Port et
ils se tapent une côte monumentale pour aller gravir les Pyrénées et descendre à Ronceau. Eh bien, souvent, ils commencent le matin déshydratés, sans petit déjeuner. Et au bout de 2 heures, le tendon d'Achille, douloureux, impossible de continuer. Ils venaient au centre de radiologie d'ISPO à côté de Saint-Jean-Pied-de-Port, on diagnostiquait par échographie des tendinites du tendon d'Achille. Ça, c'est la tendinite classique par déshydratation du Parisien ou de la Parisienne pas suffisamment hydratée et qui part bille en tête trop vite. Voilà. Après, il y a les tendinites de l'épaule quand on se met à nager trop vite en faisant le crawl et qu'on n'a pas l'habitude. Il y a les tendinites du joueur de tennis, le tennis elbow, du golfeur, et les tendinites du randonneur en montagne, soit tendinite rotulienne à la descente, soit tendinite d'Achille à la montée. Eh bien, comment prévenir ces tendinites? 1, il faut s'hydrater, boire énormément. 2, si vous avez un terrain susceptible de tendinite, il faut prendre des oméga 3 régulièrement. Comme ça, vous n'avez pas d'inflammation. Ça, vous considérez que quand vous prenez une petite capsule, hein, tout le monde commence, hein, c'est comme ça. Là, c'est une petite capsule comme ça d'huile de poisson. Hein, c'est jaune. Hein, ouais. Jaune, ça contient de l'huile. Là, vous allez mettre cette huile dans votre tendon. Donc, il va être lubrifié. Donc, il va avoir moins mal. Il faut s'alcaliniser, donc éviter les produits qui acidifient, blé, lait, sucre, c'est fondamental. Faire un vrai petit déjeuner protéiné gras. Et puis ensuite, localement, si vous commencez, vous êtes en randonnée, vous êtes été, vous avez mal, eh bien, vous allez utiliser ce gel antidouleur, anti-Dolta, qui est un gel riche en silice, en Golteri et en CBD pour décontracter les tendons. Eh bien, quand vous avez mal, je vous montre, moi, à ce moment-là, j'ai une douleur ici depuis quelques mois de cette articulation-là, avec un tendon ici qui me fait mal. Voilà. Donc, j'ai mal ici, donc je le mets là, comme ça, vous voyez. Je vais vous montrer comment on a comme ça. C'est une super composition, disons, Dolteri, CBD. Ah, oui, ça. Et là, vous voyez, je vais masser. Je vais masser. Et là, imaginez que c'est votre tendon d'Achille, et vous massez comme ça. Il faut bien masser. Transverse, longitudinal, comme ça. Il faut que le massage dure 5 minutes et vous allez déjà assouplir votre tendon. Donc, le CBD va relâcher, la Golteri va baisser l'inflammation et la silice va favoriser l'élasticité. Et puis, si au maximum, vous perdez vos cheveux, vous êtes sujet aux tendinites, il faut prendre Silidocta, qui est la silice, voilà, végétale, à base de prêle de bambou et d'ortie, qui va aider à la repousse des cheveux, des ongles, et à l'élasticité des tendons et des ligaments. Donc, le traitement de la tendinite, en fait, la prévention et le traitement de la tendinite, c'est Omedacta, je lubrifie. Okay. Silidocta, j'élastifie. Et Antidolta, je traite localement. Voilà. Et donc, vous pouvez emmener ça dans votre sac à dos l'été et vous pouvez vous soigner comme ça très rapidement, beaucoup plus efficacement qu'avec les gels anti-inflammatoires de Voltaren ou de Nifluril qui ne contiennent ni silice, ni CBD, qui contiennent juste un anti-inflammatoire qui peut être dangereux pour votre estomac. Voilà. Et puis au maximum, vous avez des patchs de diclofénac que vous pouvez mettre quand vous avez une tendinite d'épaule et que la nuit, vous avez trop mal, et bien à ce moment-là, vous mettez un patch de diclofénac pendant quelques jours sur votre épaule. Ça peut vous aider. Voilà comment vous pouvez venir à bout des tendinites. Mais n'oubliez pas de bien vous hydrater. Merci beaucoup. On va terminer ce webinaire. Alors, Jackie, bien sûr, nous demande où commander les différents produits. Alors, vous allez sur le site Dr Trotta et vous verrez, vous tombez sur mon institut et sur le laboratoire. Vous pouvez les commander là. Vous pouvez appeler au 05 54 54 44 43 ou par Vivo Vojo. Voilà, vous avez plusieurs moyens de les commander à votre disposition. Mon assistante Corinne est toujours là pour répondre aux questions. Elle est formidable. Elle me rend des services colossaux parce qu'elle est d'une patience incroyable. C'est elle qui fait les colis, c'est elle qui répond, c'est elle qui conseille. Heureusement qu'elle est là. J'ai la chance d'avoir 2 assistantes extraordinaires, Montserrat et Corinne, et qui me secondent bien et qui me permet de faire le travail que je fais très détendu. Et puis, je remercie Vivo Vojo parce que l'équipe de Vivo Vojo est formidable, fait un travail qui permet de diffuser cette belle médecine
pour que vous la preniez en charge par cette formation et que vous donniez envie à d'autres de suivre cette formation. C'est comme ça qu'on va gagner en autonomie pour éviter que les fous d'en haut nous volent nos libertés. Voilà. Et en fait, on a des capacités de devenir autonome. Et c'était vraiment la belle rencontre entre moi et Vivo Vojo qui permet de vous donner des clés pour être autonome, pour mieux vous soigner vous, mieux soigner votre famille, mieux soigner vos patients. Si vous êtes thérapeute ou si vous voulez le devenir, je vous donne des clés qui sont simples, qui sont éprouvées, qui ne sont pas chères, qui sont économiques. Et puis, si vous voulez devenir ambassadeur du laboratoire nutritionnel de mon petit laboratoire nutritionnel Dr Trotta, ben c'est facile. Vous demandez en appelant, en allant sur le site, en m'envoyant un mail, comment faire pour devenir, je vous conseille vos produits. On vous aidera, on peut vous aider, etc., à débuter votre activité, à devenir plus indépendante et à en vivre. Parce que si vous faites du bien aux autres, eh bien, il faut que vous en viviez. Et c'est possible d'en vivre. Donc, c'est un système économique qui est un petit système artisanal. On cherche pas à faire fortune. On cherche pas à être les plus forts que les autres. Mais non, on cherche à être indépendant, autonome et dans un petit réseau sympathique. Voilà. C'est ça le but de notre formation et qui, j'en suis très heureux parce qu'aujourd'hui, j'ai encore eu une patiente qui a pris la formation pour elle et pour sa fille qui a une maladie et qu'elle veut aider sa fille à soigner sa maladie. Et donc, c'est vraiment, on se rend compte que c'est les mamans souvent ou les grands-mères qui prennent le taureau par les cornes, qui se forment pour continuer à faire ce qu'elles ont toujours fait depuis la nuit des temps, c'est soigner leur famille. Merci beaucoup. Bah, tu vois, le petit réseau, il va, à mon avis, mon petit doigt me dit qu'il va s'agrandir et s'agrandir sans aucun souci et naturellement encore. Mais surtout avec une animatrice comme toi, Nathalie. Merci beaucoup parce que tu mets beaucoup de bienveillance dans la façon dont tu poses les questions. C'est très agréable. Ça, je suis très heureux. Et puis, je sais pas si vous avez ceux qui ont suivi la formation de Reculo. Nathalie, elle a un peu comme moi un lobe qui s'attache directement à la joue. Et ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que tu es une grande intuitive. Voilà, grande sensible, grande intuitive, un peu comme moi, etc. Et donc, elle a aussi des capacités vraiment de sourcière. Elle peut trouver l'eau parce qu'elle est sensible à l'électromagnétisme. Voilà ce que nous dit l'oreille. C'est intéressant parce que voilà. Ça dévoile, hein, le physique dévoile. Alors là, bravo. Voilà. Donc, pour répondre à Marlène dans le chat, bien sûr, avec plaisir de se rencontrer. Et puis, mais j'ai pas vos coordonnées, mais vous pouvez taper mon site internet nataliebrochard.com et d'ailleurs, vous trouverez mon film là. Voilà. Eh bien, écoutez, donc, le prochain webinaire, mardi 17 septembre à 20h heure française et 14h heure québécoise, ça sera le dernier. Très bien. C'est triste, hein? Et bien entendu, comme d'habitude, vous allez recevoir les communications, les liens d'accès à ce webinaire. N'hésitez pas à réfléchir, à poser vos questions par écrit quelques jours avant. Et puis, bien sûr, eh bien, vous allez recevoir le webinaire de ce soir, demain, dans votre courrier. Eh bien, il ne reste plus qu'à vous dire bonne soirée à tous. Et puis, merci parce que là, vous avez été à un groupe, mais alors, je vous félicite. D'une qualité de questions. Là, ça me montre que vous avez suivi la formation, que vous avez compris, que vous posez des super questions. Je suis très, très content parce que là, c'est vraiment, on n'a pas perdu notre temps. On a fait un webinaire de qualité. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Et puis voilà, c'est ce qu'on veut continuer avec Vivo Vojo, continuer ce cycle de formation pour continuer à vous apprendre. Et moi, mon but, c'est de vous transmettre pendant 10 ans tout ce que je sais sur la médecine, parce que j'ai vu trop de médecins un peu comme moi qui mettaient la clé sous la porte et leurs patients étaient orphelins. Or, moi, ce que je voudrais faire, c'est vous donner des clés pour être autonome, pour qu'ensuite vous les preniez, cet enseignement, et vous le diffusiez, parce que sa vocation est de diffuser. C'est la médecine des simples aux pieds nus. Ça nécessite pas beaucoup d'investissement. C'est pour ça que j'ai pas commencé par une médecine plus sophistiquée, les ondes scalaires, l'hydrogène, parce que ça nécessite un investissement. Donc, j'ai commencé par une médecine qui nécessite très peu d'investissement, 25 € une petite ou 50 € une petite loupe.
Voilà, le matériel d'acupuncture, ça dépasse pas 100 euros. Voilà, c'est pas très cher. Donc, on commence comme ça. Mais en fait, le meilleur investissement, c'est le temps que vous prenez et que vous donnez pour vous former vous-même. Et là, je vois que vous l'avez donné, vous l'avez pris. Vraiment, merci beaucoup. Je suis très content et ça me motive pour continuer. Ah ouais, certainement, et on sera là. Merci. Merci, bonne soirée Merci à beaucoup. tous. Allez, à bientôt. Au revoir.